entre 4 et 18 degrés, 18 du côté de Perpignan. C'est votre 19-20, une heure d'infos ensemble. Bonsoir et bienvenue. On commence par les titres de nos différentes éditions. Le soulagement pour les 880 salariés de SeaFrance. Le tribunal de commerce de Paris vient d'accorder 2 mois de sursis à la compagnie de ferry. Une dernière chance pour trouver une offre de reprise crédible. La France rappelle son ambassadeur en Syrie, un symbole fort au moment où la Ligue arabe confirme l'exclusion de la Syrie et réfléchit à des mesures pour protéger les civils de cette répression qui a fait 3500 morts. Pas facile d'être roux de tout temps, ils ont été victimes de moqueries et d'insultes, une discrimination qui trouve aujourd'hui un écho sur Internet et dans les réseaux sociaux. Tous ces titres seront développés à 19h30 dans votre édition nationale. À la une de votre édition régionale ce soir, 7 dauphins retrouvés morts en quelques jours sur le littoral, victimes, semble-t-il, d'un étrange mal. Les scientifiques cherchent des explications. Une piste sérieuse dans l'affaire des cadavres roulés dans des tapis. Un père et son fils retrouvés dans les Pyrénées-Orientales il y a un an. Un deuxième fils est fortement suspecté de ce double meurtre. Il a été arrêté en Allemagne. Et puis rencontre avec un siffleur mondialement connu, musique de western, pub célèbre. Kouro Savoy a un talent étonnant et il a sifflé pour les plus grands. C'est à découvrir et à écouter tout à l'heure. Ça ressemble à une hécatombe. En une seule journée, 5 dauphins morts ont été retrouvés sur la côte, 4 à Gruissant et 1 à Toreil. Le bilan s'alourdit et le mystère s'épaissit. Aurélie Renard, Franck de Tranchant. 17 heures sur cette plage des Pyrénées-Orientales, la découverte est morbide. Mais pour les scientifiques, il faut faire vite, analyser ce qu'il reste de l'animal et tenter de définir les causes du décès. Il y a une vague d'échouage depuis une dizaine de jours. Et donc on effectue une série de prélèvements. Ils sont actuellement traités en laboratoire et on aura les résultats d'ici quelques jours. Un dauphin ainsi trouvé à Toreil en fin d'après-midi. 4 autres ce matin à Gruissant dans l'Aude. Depuis quelques semaines, c'est l'hécatombe sur nos côtes. Dans ce laboratoire vétérinaire de Montpellier, les scientifiques s'emploient donc à comprendre. Plus de 100 morts depuis le début de l'année, c'est 2 fois plus qu'en période normale. Premier suspecté, le morbillivirus. On pense à ce virus qui est un morbillivirus. Donc c'est un virus qui a déjà donné une épidémie en 90 et en 2007. Et on le suspecte d'autant plus qu'il y a eu des cas en Espagne récemment. Et qu'en général, les épidémies commencent d'abord par l'Espagne, puis se répartissent dans l'ensemble de la Méditerranée. Donc on va confirmer si oui ou non il s'agit de morbillivirus, mais on n'écarte pas non plus d'autres possibilités, d'autres causes de mortalité. Virus et bactéries. Voilà les 2 pistes actuellement étudiées dans les labos. Sans certitude absolue, ces morts en nombre restent pour l'instant encore mystérieuses. Pour le moment, on peut juste dire qu'on retrouve de nombreuses bactéries sur les organes. Et visiblement, c'est un seul type de bactérie. Donc là, en les isolant, on va chercher à les identifier. Car les enjeux sont importants. Ces échouages en série touchent le dauphin bleu, mais aussi le grand dauphin, une espèce plus rare. Lors de l'épidémie de 90, près d'1 millier de cétacés étaient morts. Et en raison des incertitudes sur les raisons de cette hécatombe, les autorités appellent à la plus grande prudence. Si vous trouvez un dauphin mort, surtout ne pas le toucher et appeler les pompiers. Une petite route prise d'assaut hier matin par les forces de l'ordre près d'Alès pour intercepter un camion espagnol dans sa cargaison. 120 kg de résine de cannabis. Une arrestation suivie par Jérôme Curato et Bernard Charvet. Il est un peu plus de 10 heures hier matin, en bordure de l'ancienne nationale 106 à l'entrée sud d'Alès. La souricière mise en place par les policiers du SRPJ de Montpellier vient de se refermer sur les convoyeurs de drogue. Les 4 hommes, tous espagnols, sont arrêtés sans ménagement. 2 d'entre eux se trouvaient à bord d'un semi-remorque, les 2 autres dans une voiture accompagnatrice, elle aussi immatriculée en Espagne. Depuis plusieurs semaines, on était derrière eux. On savait qu'il allait y avoir un échange ici. Voilà, donc il y avait le comité d'accueil. À l'intérieur de la cabine du poids lourd, les policiers découvrent 4 sacs de voyage remplis de résine de cannabis conditionnés en dizaines de paquets. En tout, près de 120 kilos de drogue que les convoyeurs venaient tout juste de sortir de la remorque dans laquelle ils étaient dissimulés. A priori, cette drogue, elle vient d'où? C'est Espagne, d'Espagne, enfin le Maroc, Espagne, voilà quoi.
la filière traditionnelle, quoi. Au milieu d'un chargement, voilà, on dissimule plusieurs kilos de cannabis, voilà, pour alimenter un petit peu la demande en Europe. Immédiatement, les policiers informent les trafiquants que leur garde à vue vient de débuter. En matière de trafic de stupéfiants, elle peut durer 3 jours. À chaud, les 4 hommes ne disent rien, y compris sur les milliers d'euros retrouvés dans leur voiture. À cette heure, ils sont toujours entendus par les policiers. L'enquête placée sous l'autorité du parquet d'Alès permettra de dire si la drogue était destinée à des revendeurs locaux ou à un marché plus large. Des kilomètres de bouchons. Regardez l'autoroute A9 bloquée sur 3 voies dans le sens Montpellier-Nîmes. Une bonne partie de la matinée. La faute à un poids lourd chargé de clémentine qui s'est renversé pour une raison inconnue. L'accident s'est produit vers 5 h du matin. Le chauffeur a été légèrement blessé. Peut-être la fin d'un mystère. Rappelez-vous l'affaire des cadavres enroulés dans un tapis. 2 hommes, père et fils, qui avaient été retrouvés près de Millas dans les Pyrénées-Orientales. Bonsoir Dorothée Béraud, vous êtes en direct de Perpignan. Cette macabre découverte, c'était le 25 novembre 2010 et un an après, les enquêteurs ont visiblement une piste sérieuse. Oui, effectivement, l'enquête avance à grands pas puisque pour la première fois en un an, un suspect a été arrêté en Allemagne. Et souvenez-vous, Anne-Sophie, les vêtements que portaient les victimes et les tapis dans lesquels les cadavres avaient été enroulés provenaient de ce même pays, l'Allemagne. Alors, le suspect s'appelle Marcus Mondo et il n'est autre que le fils et le frère des 2 victimes dont les portraits avaient été reconstitués par la gendarmerie pour un appel à témoins, un appel international. Alors, selon le parquet allemand de la ville de Francfort, Marcus Mondo est un homme âgé d'une 40aine d'années, vivant dans une ville proche de Francfort, et c'est tout simplement l'appât du gain qui l'aurait poussé à commettre ce double crime. Mais de nombreuses interrogations restent en suspens ce soir, notamment sur les circonstances de ce double meurtre. Merci Dorothée, vous étiez en direct depuis Perpignan. Nous partons à présent à Carcassonne pour la suite du procès Bissonnay. Aujourd'hui à la barre, les gendarmes qui ont mené l'enquête dans cette affaire d'assassinat et qui ont très vite resserré leurs soupçons autour du mari de la victime. Compte rendu, Émilien Jubinou, Nicolas Chataille. Aujourd'hui, l'adjudant-chef Bernard Géniès a déroulé à la barre le fil des investigations. Les enquêteurs ont très vite écarté l'hypothèse des malfaiteurs, d'abord parce qu'il n'y a eu aucun désordre dans la maison de la victime et parce que rien n'y a été volé. Reste la piste des familiers, elle va être creusée. Sur la personnalité, les gendarmes découvrent un Jean-Michel Bissonnay à 2 faces. D'abord celle d'un homme d'affaires courageux, en pleine réussite, bon patron, aimant sa femme et ses enfants. Mais ils entendent aussi des témoins donnant un autre visage à cet homme. Oui, j'ai entendu qu'il voulait tuer sa femme pour ne pas partager cette ville-là qu'il adorait. Alors ça, il l'a dit, il l'a répété qu'il adorait sa maison en public. Ma femme a dû le dire au tribunal. Il avait marre de voir sa femme tout le temps dans des spas, dans des salles de gymnastique, dans de différents trucs de soins de beauté. Et ça, il le disait ouvertement. Ce n'est qu'en déroulant leur enquête que les hommes de la section de recherche de Montpellier ont accumulé les éléments contre Jean-Michel Bissonnay, les aveux de Méziane Belkacem et ceux d'Amaury Darcourt. Mais l'après-midi n'a pas été de tout repos pour Bernard Géniès. La probité même de l'enquête a été sérieusement attaquée par les défenseurs de Jean-Michel Bissonnay. Je dis simplement que, comme parfois, hélas, comme chaque fois d'ailleurs où s'est révélée ultérieurement une erreur judiciaire, c'est toujours parce qu'au départ, l'enquêteur a eu un parti pris honnête, mais un parti pris. Voilà ce que la défense modestement conteste. Mon enquête était pas mal honnête. Je me porte de garant de tous les enquêteurs qui ont travaillé avec moi, tant ceux des brigades que ceux de la brigade des recherches de Montpellier, ainsi que ceux de la section de recherche. Ils ont été formidables, ils ont fait un gros travail, parce qu'on a eu les pires difficultés, tant ce procès médiatique que l'attitude de M. Bissonnay, qui pense, parce qu'il a du pognon, qu'il peut tout acheter. Malgré 6h30 d'audition, Bernard Géniès, le patron de l'enquête, n'a pas été déstabilisé. Les 3 avocats de la défense s'y sont pourtant employés. Et le procès continue demain. Feu vert pour les coquillages de l'étang de Thau. 8 rémoules peuvent être à nouveau commercialisés après 2 semaines d'interdiction pour cause de pollution. Les détails avec Karina Lazé. Les conchiliculteurs de l'étang de Thau de retour sur leur table.
L'autorisation est officielle, les dernières analyses de l'eau sont bonnes. La préfecture a donc levé tard hier soir l'interdiction de ramassage des huîtres prise il y a 2 semaines. Les intempéries avaient modifié l'équilibre de l'étang, trop de coliformes fécaux. La procédure d'alerte a donc été déclenchée. Les 2 analyses, réalisées à 1 semaine d'intervalle, confirment le retour à la normale. Un soulagement pour les professionnels qui commençaient à manquer de stock. De quoi aussi attendre sereinement la période des fêtes de fin d'année, traditionnellement la meilleure pour les ventes de coquillages. La production de l'étang, en baisse constante depuis plusieurs années, devrait atteindre 8000 tonnes en 2011. Il est 19h08 à voir maintenant dans ce journal. C'est quoi cette marque sur la bouteille de lait? Un label montagne lancé dans le Massif central. Opération vide-barrage sur le canal du Midi. Du poisson à prendre pour les pêcheurs. Enfin, rencontre avec un siffleur mythique, Kouro Savoy. Vous le connaissez sans le savoir, vous verrez. Après la crise du lait, les producteurs sont à l'affût des bonnes idées pour s'en sortir. En voici une à laquelle personne n'avait pensé, une marque lait de montagne. Présentation Philippe Barre, Yannick Le Ternier. Nous sommes à Pauillac, en Margeride, aux confins de la Lozère, de la Haute-Loire et du Cantal, à près de 1300 mètres d'altitude. Patrice Boulet élève ici un troupeau d'abondance et de bons milliards et fait du lait de montagne comme M. Jourdain faisait de la prose, sans le savoir. Le handicap montagne est certes compensé par des aides spécifiques, mais cela ne suffit pas aux agriculteurs. Aussi ont-ils eu l'idée de déposer une marque, Montagne, pour le lait, à condition qu'il soit produit, bien évidemment, en zone montagne. Ici, on est à 1200 mètres d'altitude à peu près, quoi. Donc on a quand même une spécificité, c'est que nos animaux pâturent à l'extérieur et uniquement de l'herbe pendant toute la période de pâturage. Et ils sont alimentés pendant l'hiver avec la production de foin qui est réalisée aussi sur l'exploitation. Les éleveurs ont exploité là un vide juridique. On commercialise déjà du lait étiqueté montagne, mais personne n'avait pensé à déposer la marque. C'est désormais chose faite et de nombreux agriculteurs sont séduits par cette démarche. On est confronté tous les jours à des inconvénients dus à notre situation en montagne, que ce soit au niveau climat, il faut avoir des bâtiments isolés, on a des rendements qui sont pénalisés sur nos terrains de montagne et arriver à valoriser et à sensibiliser le consommateur sur ce fait-là, c'est vrai que c'est intéressant. Hop là, aïe, hop. Et la valorisation est très significative. Pour nous, c'est une grosse différence, sachant que le prix aujourd'hui du lait classique est vendu environ 30 centimes. Donc on peut-être espérer jusqu'à 40 centimes de valorisation, sans que ça ait une incidence qui se répercute au niveau du consommateur, parce qu'aujourd'hui il y a déjà des produits comme ça, montagne, qui sont proposés, mais dont la valorisation ne revient pas à l'agriculteur, elle est essentiellement faite par la grande distribution. Une plus-value significative, pas de modification des modes d'élevage, un partenariat avec la grande distribution, un lait de qualité proposé aux consommateurs, on se demande bien pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt. La saison des travaux sur le canal du Midi, certains biefs sont entièrement vidés et nouveauté cette année, les pêcheurs ont le droit de lancer leur ligne. Reportage Jean-Pierre Laval, Frédéric Guibal. Ils adorent la pêche automnale au bord du canal du Midi. Pierre-Alexandre et Romain, 2 Carcassonnais copains de lycée, profitent largement de l'ouverture pour la première fois de la pêche sur les biefs du canal restés à nous. L'année dernière, comme il était vidé, et comme moi j'habite sur Carcassonne, il fallait que mes parents m'amènent ailleurs pour aller pêcher et tout, alors que là je peux venir pêcher à pied. C'est une période particulièrement productive qui est l'automne et d'habitude on pêche avant qu'on vide le canal et après. Donc ça nous permet aussi de pêcher pendant certains biefs et de faire du poisson. Du 1er novembre au 24 décembre, certaines parties du canal sont vidées, une opération destinée à réaliser des travaux d'entretien. Mais pour le monde de la pêche, il y a un fait nouveau en 2011. Nous avons un grand linéaire qui est pêchable cette année, donc nous avons dit pourquoi priver nos pêcheurs de ce sport qu'ils peuvent pratiquer toute l'année et qu'ils en seraient privés pendant 2 mois. Au total, ce sont 17 biefs du canal du Midi où la pêche vient d'être autorisée en cet automne et le milieu fourmille de poissons les plus variés. Alors dans le canal, nous pêchons du brochet, du sandre, de la perche actuellement, perche française, du gardon et de la brème.
Des poissons qui, pour la plus grande part, seront remis à l'eau, une pratique qui se répand avec chaque année plus de force chez les 10 000 pêcheurs du pays d'Aude. La question sport du jour, y aura-t-il des Français au prochain Open de tennis de Montpellier? Oui, affirme son directeur Patrice Dominguez, malgré un appel au boycott lancé par Liodra en raison de la Coupe Davis. Alors quel sera le plateau de cette édition? Réponse. On a choisi des joueurs qui sont extrêmement forts en indoor. Robin Söderling a déjà gagné des tournois en indoor, en extérieur également, mais il est le seul joueur à avoir battu Nadal et Federer à Roland-Garros. Thomas Berdych est numéro 7 mondial, finaliste de Wimbledon, demi-finaliste du dernier Open de Paris-Bercy. Et puis Gaël Monfils, c'est normal, il était tenant du titre et on l'aime beaucoup. Richard Gasquet, c'est le régional. Et Gilles Simon, il est numéro 12 mondial. Il a gagné les tournois en indoor, il a gagné l'Open de Moselle, il a gagné l'Open 13. Donc c'est un joueur qui joue très très bien en indoor. Je pense que déjà on a le 5 majeur et puis on a encore 6 ou 7 semaines pour peaufiner. Et oui, cet Open, ce sera du 30 janvier au 5 février. Ces sifflements sont célèbres dans le monde entier, indissociables de célèbres westerns. Kouro Savoy, c'est son nom, profession siffleur. Florent Hertmann et Franck de Tranchant l'ont rencontré à Béziers. Je répète tout le temps, comme ça, dans la voiture, ou bien je m'en vais un petit peu en un parc, ou bien dans la douche, lo normal. Et bon, il se passe une fille jolie. Bon, si c'est très très joli, le sifflet c'est plus long. Je fais. Son nom est Kouro Savoy, un oiseau rare, toujours habillé de noir. Le musicien espagnol est mondialement connu pour avoir sifflé dans de nombreux spots publicitaires, dont le plus célèbre est certainement celui avec Vanessa Paradis. Une carrière débutée à l'âge de 12 ans lors d'un radiocrochet à Madrid. Je ne savais pas jouer la guitare. En matière de la chanson, je ne sais pas ce que faire dans la moitié. Alors je siffle, parce qu'il faut faire les solos de guitare. Maintenant, je le fais, mais avant, non. Et bon, je dis, je vais siffler. La scène puis le cinéma ne restent pas sourds au chant du rossignol andalou. Son nom devient Kurt Savoy. Il enregistre plus de 140 musiques de films, dont les plus grands airs de western de Sergio Leone. J'ai beaucoup sifflé avec des chanteurs très connus espagnols, américains, mais mon rêve c'est avec Pascal Obispo de siffler une chanson avec lui. À 65 ans, Kouro reste une star en Espagne. Entre deux tournées, le meilleur siffleur du monde rentre chez lui. Avec son sourire et sa gentillesse, les Biterrois l'ont depuis longtemps adopté. J'habite un petit village à côté d'ici, à Cers. Et bon, et aussi, je vais par la rue, je parle avec les gens. Ça me fait beaucoup de plaisir de parler avec les gens. Tous sont des amis, je les adore. C'est l'heure de retrouver vos éditions locales à Nîmes et à Perpignan. Et à Montpellier, Florent Hertmann nous emmène danser dans quelques instants. Échauffez-vous.